L'inspecteur Austin est-il arrivé? Veuillez le prier d'entrer. Ah! Bonjour, inspecteur Austin. Bonjour, monsieur. Je vous ai fait venir, inspecteur Austin, parce que je dois m'occuper aujourd'hui de cette affaire que nous a renvoyée le consul des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Je suis décidé à l'amener avec une certaine rigueur. Depuis quelque temps, les aventures en mer deviennent en vérité un peu trop fréquentes. Vous l'avez certainement remarqué. Oui, monsieur. J'ai donc résolu de tirer parfaitement au clair cette affaire que je vais présentement instruire. J'entends y faire toute la lumière. J'aurai donc, selon toute vraisemblance, besoin de votre concours. Oui, monsieur. J'ai donc pensé que le plus simple serait que vous assistiez à l'interrogatoire que je vais faire subir au principal témoin. Principal tout au moins pour l'instant. Ainsi, vous aurez en main tous les éléments premiers de l'enquête, si celle-ci me paraît devoir s'imposer. Vous ne voyez pas d'inconvénient à cette manière de procéder? Non, monsieur. Asseyez-vous donc. J'ai convoqué le témoin. Il est là. Nous pouvons, je pense, maintenant l'entendre. Oui, monsieur. Veuillez introduire l'homme qui se trouve dans l'antichambre. Vous êtes bien le capitaine Moorhouse. Le capitaine Morehouse, du Dei Gracia. 3 mois barque de charge. Oui, c'est moi. Vous êtes sujet britannique. Anglais depuis ma naissance, marin depuis presque aussi longtemps. Qu'avez-vous à déclarer? À déclarer que je suis un peu pressé, que j'ai pas l'intention de moisir longtemps à quai, que j'aimerais bien que vous vous hâtiez de me verser mon argent. Capitaine Moorhouse, je vous rappelle que je suis procureur général à Gibraltar, avocat général de Sa Majesté britannique et délégué de la Reine au tribunal de l'Amirauté. Vous devez, capitaine Moorhouse, m'adresser la parole avec déférence. Il n'y a pas d'offense dans ce que je dis. Et vous m'excuserez si à la mer on n'apprend pas toujours les bonnes manières. Mais cet argent, j'y ai droit, et j'ai bien le droit aussi de ne pas vouloir l'attendre trop longtemps ici. J'ai rien à faire à Gibraltar. Rien à faire. Sinon, touchez mon argent. Cet argent, capitaine Moorhouse, ne peut vous être versé que si effectivement vous y avez droit. Et pour que vous y ayez effectivement droit, il faut qu'il soit prouvé que le navire que vous avez rencontré en mer et emmené ici à Gibraltar était bien, quand vous l'avez rencontré, une épave. Je dis une épave. Une épave. Et comme je l'ai dit au consul américain, puisqu'il n'y avait personne à bord. Personne? Personne? Pas un chat? Ou plutôt si, un chat noir. C'était même le seul être vivant qu'il y eut sur le bateau. Passons sur le chat. Vous dites qu'il n'y avait aucun équipage sur cette goélette. Aucun équipage. Un navire sans équipage, c'est bien une épave. Sans doute. Au terme de la loi, c'est une épave. Et au terme de la loi, une épave appartient à qui la sauve. C'est exact. L'épave, c'est-à-dire le bâtiment et sa cargaison. Encore exact. Plutôt que de tout perdre, en général, l'armateur préfère racheter le tout à celui qui l'a sauvé. Toujours exact. Alors qu'on me donne le prix du bateau et de la cargaison que j'ai sauvé en mer et l'affaire est close. Pas encore, capitaine Moorhouse. Oh, avec vous autres, on n'en a jamais fini. Du calme, capitaine Moorhouse, je vous en prie. Qu'y a-t-il encore? J'aimerais apprendre de vous quelques petites choses. Lesquelles? Entre autres petites choses, comment vous avez découvert le navire? Comment je l'ai découvert? Bon, c'est bien simple. Voici. Le 4 Nous décembre... sommes aujourd'hui le 20 décembre 1872, il y a donc 16 jours. Oui, 16 jours. Continuez. Donc, le 4 décembre dernier, à 10 heures du matin, je me trouvais vers 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. Vous dites bien 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. C'est bien ça. Continuez. Le 4 décembre, dans la position que je viens d'indiquer, je remarquai dans le nord-est une voile. Pourquoi l'avez-vous remarqué? Mais parce que c'était la seule qui fût alors visible sur la mer. Bon, continuez. Je remarquai le bateau, un brick goélette. Et bientôt, je me dis, voilà un particulier qui doit en avoir un singulier coup dans le nez. Pourquoi vous êtes-vous fait cette réflexion, capitaine Moorhouse? Parce qu'avec le vent et la mer qu'il y avait, ce bateau s'en allait comme un homme sous. Allant par bâbord, allant par tribord. Un homme sous, quoi. Vous comprenez? Je comprends. Continuez. Ça m'intrigue, je regarde dans mes jumelles et qu'est-ce que je constate? Personne sur le pont. Personne à la barre. Personne à la barre. Alors je vois pourquoi ce brick goélette se conduisait sur la mer comme un individu pris de boisson. Alors, ça ne m'a pas semblé normal. J'ai voulu savoir ce qui se passait à bord. C'était votre devoir, capitaine Moorhouse. Ouais, mais il avait toute sa toile et il filait. Je ne l'ai rejoint que le lendemain, 5 décembre, vers 3 heures de l'après-midi. Et encore, parce qu'il avait loffé d'un quart et que sa vitesse avait diminué. Pourquoi avait-il loffé d'un quart? Mais qui pourrait le savoir puisqu'il n'y avait personne à bord? Curieux. Vraiment curieux. Ce brick goélette qui fuit devant vous pendant tout un jour, toute une nuit, et puis l'offre d'un quart et vous permet ainsi de le rattraper. Et pas un homme à son bord, n'est-ce pas? Quand je suis assez près, je lui file le signal. Avez-vous besoin de quelque chose?
C'est l'usage. Je ne puis que vous en féliciter. Qu'a-t-il répondu? Rien. Pas de réponse. Alors j'ai mis un canot à la mer et j'ai envoyé mon second et 2 hommes pour voir ce qui se passait sur le brick. Qu'est-ce que c'est? Le lieutenant Deveau. En anglais? Anglais et marin comme moi. Où est-il? Il ne doit pas être loin, il m'a accompagné ici. Vous comprenez, l'argent de la prise, c'est pour tout l'équipage, ça l'intéresse également. Bien. Trouvez-moi dans les couloirs un lieutenant Deveau du 3 mâts Dei Gracia. Ah! Vous êtes le lieutenant Deveau, second du capitaine Moraus, à bord du Dei Gracia. Un bon bateau, monsieur. Qui ne paye pas de mine, mais qui tient à la mer comme pas un. Un fin voilier avec une mâture à l'épreuve et qui s'enlève à la lame comme un cheval sur l'obstacle. À croire qu'il aime ça. Et même à pleine charge. Ah, c'est vrai qu'il a un équipage comme on en trouve rarement. Rien que des Anglais et des marins habitués à bourlinguer. Nous verrons cela plus tard. Dites-moi plutôt ce que vous avez vu quand le capitaine Moraus vous a envoyé sur le brick goélette que l'on pensait abandonner. Eh ben, rien, monsieur. En vérité, rien. Comment? Rien. Non, monsieur, rien. Personne. Mais dites-moi, lieutenant Deveau, du canot, comment vous et vos hommes êtes-vous montés sur le pont du brick? En nous hissant par des filins cassés qui pendaient à l'arrière. Des filins cassés. Et parvenu sur le pont, qu'avez-vous vu? Ah, rien. Tout était en ordre. Les manœuvres convenablement levées, les amures assurées, les 2 canots de sauvetage à leur place, sur chantier sur le roof du poste d'équipage. Ah ah. Les canots de sauvetage à leur place. Bien arrimés et leurs prélats brêlés dessus. Et pas un homme. Ni vif ni mort. J'ai visité les dessous, personne. Plus personne à bord. Mais il y avait pas longtemps. Que voulez-vous dire? Et la voici. Sur la table de la cabine, il y avait encore un déjeuner. Un déjeuner pour 3 personnes. Un poulet rôti, avec 3 tasses de thé. Et le thé, monsieur, était encore chaud. Encore chaud. Encore chaud, oui. Comme encore chaud le fourneau de la cuisine. Un de mes hommes me l'a fait remarquer en crachant dessus. Mais alors l'équipage? Ah voilà. Où était-il, l'équipage? Les couchettes du poste d'équipage, les lits des cabines des officiers étaient correctement bordés. Et dans la cambuse, il y avait des provisions. Un quartier de bœuf frais, des tonneaux de viande salée et des biscuits. Et nulle part aucune trace de désordre. Une cargaison? Je suis descendu dans les cales, tout bien arrimé. Et pas de voie d'eau. Aucune raison d'abandonner le navire, à votre avis. Aucune. Et je peux bien l'affirmer, puisque le capitaine Moraus, après que je lui ai rendu compte, a mis à son bord 4 hommes qui l'ont amené ici. Vous voyez, c'était bien une épave. Et mon argent? Pardon. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'épave en remorque? Ah, elle aurait trop ralenti ma marche. Et puisque le navire était en parfait état de navigabilité, Gibraltar n'était pas si loin. En effet, mais puisque ce navire flottait normalement, pourquoi l'équipage l'a-t-il abandonné? Eh ben pour moi, monsieur, c'est le choléra. Choléra. Oui, le choléra ou la peste, ou quelque chose comme ça. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas de rats. Mais il y avait un chat. C'est que le choléra ne doit pas atteindre les chats. Et il y a des hommes qui ont eu le choléra, et les autres ont été pris de panique, et ils sont partis. En pleine mer, en laissant les canots. Au moment où vous leur portiez secours. Je veux croire que vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites. Les papiers du bord? Mon lieutenant n'a pas trouvé les papiers réglementaires. Manifeste, rôle d'équipage, feuille de chargement. Il n'a pu me remettre que le journal de bord, que voici. Merci. Ainsi que la cassette de la Marie Céleste. La Marie Céleste. C'est le nom de ce brick goélette américain. C'est pourquoi j'ai d'abord été voir le consul des États-Unis. Il suffit, capitaine Moraus. La justice anglaise est seule compétente à Gibraltar. Alors, pour mon argent... Vous devez attendre que la course soit prononcée. Je mets aujourd'hui la Marie Céleste sous séquestre. C'est que pour mon argent... Vous pouvez disposer. Mais l'argent qui m'est dû... J'ai dit, capitaine Moraus, vous pouvez disposer. Inspecteur Austin, Oui, monsieur. avez-vous une opinion? Oui, monsieur. Seriez-vous disposé à me la communiquer? Oui, monsieur. Quelle est donc cette opinion, inspecteur Austin? Je pense, monsieur, que je dois visiter la Marie Céleste. Inspecteur Austin, votre enquête sur la Marie Céleste est-elle terminée? Oui, monsieur. Vous a-t-elle apporté quelques éléments intéressants? Oui, monsieur. Je vous écoute. La Marie Céleste n'est pas un bateau de gentleman. C'est un sale petit bateau pour transporter de sales marchandises. Que transportait-il? De l'huile de baleine qui est très puante, de l'essence qui ne sent pas bon et de l'alcool. Beaucoup d'alcool? 50 barriques.
il y en a une qui perd. Ah, J'ai fait descendre le scaphandrier pour examiner la coque. Elle porte des entailles à l'étrave et des plaques de blindage ont été arrachées. Je dis un sale petit bateau en mauvais état. cela ne nous avance guère, inspecteur Austin. À l'intérieur d'une des cabines, celle du capitaine, je pense, j'ai trouvé une machine à coudre et des bobines de fil. Les capitaines de ces petits voiliers, au cours de leur longue traversée, réparent souvent eux-mêmes leurs effets. Je ne pense pas, monsieur. Je dis la machine à coudre était menée par une femme. Car dans une malle placée dans la même cabine, il y avait des vêtements de femme. Il arrive que des capitaines emmènent avec eux leur épouse en voyage. Mais je dis aussi une femme avec un bébé. Car il y avait aussi de tout petits vêtements. Emmener un petit enfant sur un aussi mauvais navire, et par cette saison de gros temps, c'est assez curieux. Je pense également, monsieur. Et je pense encore curieux d'avoir trouvé dans le bateau une épée. Une épée, inspecteur Austin? Une épée dont la lame est tachée. De sang? Sans doute, monsieur. Est-ce tout, inspecteur Austin? Non, monsieur. Parlez. À l'avant de la Marie-Céleste, sur la lisse, il y a des entailles et près de ces entailles, des taches brunâtres. Du sang? Encore du sang? Sans doute, monsieur. Poursuivez, inspecteur Austin. Oui, monsieur. Dans la cabine du lieutenant, j'ai trouvé cette feuille de papier. Merci. 2 colonnes de chiffres, 2 additions. Cela vous dit quelque chose, inspecteur Austin? Non, monsieur. Bon, cela met toutefois au dossier. Continuez. Non, monsieur. C'est tout? Oui, monsieur. Êtes-vous à même, inspecteur Austin, de présenter une conclusion? Oui, monsieur. Veuillez donc m'en faire part. Je dis, à bord de la Marie-Céleste, il y a eu crime. Je suis enclin à le penser. Mais crime commis par qui? Le savez-vous? Non, monsieur. Et commis sur qui? Le pourriez-vous dire? Je dis, sur l'équipage disparu. Ou bien par l'équipage disparu? Inspecteur Austin, avez-vous une idée? Oui, monsieur. Exposez-la. Je dis, des pirates attaquent le navire, ils tuent l'équipage et jettent les cadavres à la mer. Et ils s'en vont à bord de leur propre bateau. Pourquoi, dites-vous, des pirates? À cause de l'épée abandonnée par eux. Mais ils n'ont pas pillé. Ils n'ont rien pris à bord. Ils n'ont pas fouillé les cabines ni les cales. Non, monsieur. Et je dois dire, la bataille n'a pas laissé d'autres traces que les taches de sang sur la lisse. N'admets pas vos pirates qui se donnent la peine d'attaquer un sale petit navire pour n'y rien dérober. Avez-vous, monsieur, une idée? Oui, inspecteur Austin, la voici. Les matelots se mutinent, tuent le capitaine, sa femme et le bébé. Puis, effrayés de ce qu'ils ont fait, ils abandonnent le bateau. Pourquoi, monsieur, dites-vous, les matelots? À cause de la barrique qui perdait son alcool. Alcool que les marins ont bu en excès et qui les a enivrés. Mais les 2 canots sont demeurés à bord. Comment les matelots ont-ils pu s'enfuir? Inspecteur Austin, je suis certain qu'un jour ou l'autre, les marins disparus de la Marie-Céleste réapparaîtront dans un port ou un autre, et que nous pourrons alors leur mettre la main au collet. Je vais alerter la police de tous les ports du monde. Si je puis me permettre, monsieur, il faudrait pour cela posséder leur nom. Nous n'avons pas le rôle d'équipage. Inspecteur Austin, il n'était pas besoin de me le rappeler. J'ai demandé aux autorités américaines de me procurer les noms de ces matelots. La Marie-Céleste a bien eu un équipage lors de son départ. Monsieur le procureur général Soliflod, C'est moi, monsieur? je suis James Henry Winchester. Je suis l'armateur de la Marie-Céleste. Tout à fait enchanté. Veuillez prendre la peine de vous asseoir. Merci. Ainsi, monsieur, vous avez traversé tout l'Atlantique pour venir vous-même à Gibraltar régler cette affaire. Et le plus vite sera le mieux. Oui, ce damné bateau m'a déjà fait perdre beaucoup d'argent. Vraiment. Ce n'est pas que ce soit un mauvais bateau. Quand je l'ai acheté tout neuf en 1861, je pensais faire une bonne affaire. J'ai fait avec lui quelques voyages intéressants. Commercialement, s'entend. Je le commandais alors moi-même. Vous êtes marin, monsieur Winchester. Je l'ai été, je ne le suis plus. Je suis maintenant dans les affaires, le charbon surtout. Je lui en ai fait transporter du charbon à mon Amazon. Pardon, votre Amazon? Oui, c'est vrai. Je dois vous expliquer. Amazon était le premier nom de la Marie-Céleste. Pourquoi a-t-il changé de nom? Oh, une idée du capitaine Briggs. Du capitaine Briggs. Oui. Quand j'ai décidé de mettre sac à terre, cette damnée guerre de sécession m'avait presque ruiné. Alors, pour remettre l'Amazon à l'état, j'ai dû prendre 2 associés, un nommé Hart et le capitaine Briggs. Dans cette copropriété, le capitaine Briggs a mis tout ce qu'il possédait, mais à 2 conditions. La première, qu'il commanderait le navire, et la deuxième, que l'Amazon s'appellerait le Mary Sellars. Mary Sellars. C'était le nom de sa fiancée. Une idée d'amoureux. Je n'y vis aucun inconvénient. Moi, pourvu que le bateau rapporte de l'argent... Ce capitaine Briggs est un de vos amis.
Mon associé, ce n'est pas la même chose. Nous n'étions même pas en très bons termes. Tiens, tiens. Briggs avait cru que le bateau lui rapporterait gros. Ah, ce n'était pas le cas. La vie est dure pour les voiliers, le fret est rare. Briggs dut aller en chercher jusqu'au Mexique. Et là, les Français avec lesquels il traitait baptisèrent son bateau Marie-Céleste. Marie-Célars, c'était trop difficile à prononcer pour eux. Et va pour Marie-Céleste, c'était toujours le fret qui manquait à Briggs. Et à vous, des mêmes coups. Et à moi, bien sûr. Mais j'ai d'autres affaires, je vous ai dit, le charbon. Je laisse Briggs se débrouiller avec la Marie-Céleste. Et je vous assure que s'il ne tenait qu'à moi, je l'enverrais au démolissage. Mais Briggs, il tient à son rafio. Il tenait. Oui, si vous voulez. Parce que vous croyez... Monsieur Winchester, vous n'ignorez rien, je pense, des événements. Oui, je sais. La Marie-Céleste découverte voguant toute seule. J'avoue que ça m'étonne que Briggs ait commis une telle imprudence. Surtout avec sa femme à bord. Monsieur Winchester, à quelle imprudence faisiez-vous allusion? Imprudence. Bien sûr, il faut vivre et on prend les marchandises qu'on trouve à transporter, mais que Briggs n'aimait tout de même pas prendre trop de risques. Ce n'était pas un mauvais marin, mais il était plutôt timoré. Alors qu'il est embarqué 350 barriques d'essence, ça me surprend de lui. Établissez-vous un rapport entre la présence de l'essence à bord et l'abandon de la Marie-Céleste, monsieur Winchester? Mais évidemment, monsieur le procureur, un rapport de cause à effet, comme l'on dit. Toute cette essence a dégagé des vapeurs, ces vapeurs ont rendu l'air irrespirable, et c'est un phénomène bien connu, a produit une sorte d'ivresse, de folie. Pour n'être pas asphyxiés, ils se sont tous jetés à l'eau. Monsieur Winchester, savez-vous où la Marie-Céleste a été abandonnée? Ma foi, non. Mais moi, je le sais, monsieur Winchester. Je le sais par le livre de bord, l'unique document qu'on ait découvert. La dernière date que porte ce livre de bord est celle du 24 novembre, et donne alors comme position 36 degrés latitude nord, 27 degrés longitude ouest. 36 degrés nord, 27 degrés ouest, bon. Et vous savez quand et où il a été retrouvé? Le 4 décembre, 10 jours plus tard, par 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. Je ne vois pas le... Vous êtes marin, monsieur Winchester. Pouvez-vous admettre que pendant 10 jours, un navire ait parcouru 500 milles sans personne pour le conduire? Je pense que les courants... Eh bien, précisément, monsieur Winchester, les courants dans cette partie de l'Atlantique non seulement ne favorisaient pas une telle dérive d'une épave, mais encore s'y opposaient. Vous entendez? S'y opposaient. S'il avait été abandonné comme vous le dites, il était impossible que la Marie-Céleste fût 10 jours plus tard où elle fut découverte voguant sans équipage. Ou alors c'est que pendant ces 10 jours, elle a été gouvernée par des... Je suis anglais, je ne prononcerai pas le mot. Je suis américain, je le prononcerai. Par des fantômes. Entrez. Mais entrez donc. Ah, c'est vous, docteur Patton. Monsieur Winchester, armateur de la Marie-Céleste, et le docteur Patton, que j'ai chargé pour la bonne règle de diverses expertises concernant le bateau. Docteur? Monsieur. Alors, docteur, vous avez terminé vos petits travaux et nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? J'ai le regret de vous informer, monsieur, que l'épée trouvée à bord de la Marie-Céleste n'est pas une épée. C'est une épée baïonnette, au demeurant brisée, dépourvue de sa partie antérieure, et dont le fil est parfaitement émoussé. D'après les traces qu'elle porte, elle devait servir à tisonner le feu du fourneau. Les taches remarquées sur la lame ne sont pas du sang, c'est un vieux vernis. Mais les taches de la lisse, elles... Ne sont pas du sang non plus. Je regrette de devoir l'énoncer. Non, c'est de la rouille laissée par la chaîne d'encre à laquelle sont également imputables les entailles relevées sur le bordage. Et après tout, la mutinerie a très bien pu ne pas laisser de traces. C'est possible. Mais ce qui est impossible, c'est que les matelots se soient enivrés avec l'alcool de la cale. C'est un alcool industriel tout à fait impropre à la consommation, même pour un marin. Il tuerait raide qui pourrait l'absorber. Je voudrais vous demander, docteur, les vapeurs d'essence. Mais il ne pouvait pas y avoir de vapeur d'essence à bord de la Marie-Céleste, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'essence. Les barriques contenaient des huiles de baleine et des huiles de naphte. Docteur Patton, croyez-vous aux fantômes? Étant versé dans les sciences naturelles, physiques et chimiques, j'en connais les limites. Elles ne peuvent pas fournir une explication raisonnable de tous les phénomènes. Docteur, taisez-vous. Taisez-vous, docteur.
Il y a déjà tant de mystères en cette aventure de la Marie-Céleste, n'allez pas encore en ajouter en introduisant dans l'enquête des personnages illusoires auxquels ma dignité de magistrat refuse d'accorder crédit. Mais il est dit dans Je ne veux pas savoir ce qui est dit dans Hamlet, docteur Patton. Mais peut-être, monsieur le procureur général, ces personnages perdraient-ils un peu de leur caractère illusoire s'ils portaient des noms? Des noms. Je vous ai apporté le rôle de l'équipage. Briggs m'en avait laissé la copie. Montrez, montrez. M'est-il permis de jeter un coup d'œil sur le document? Je vous en prie. 14 noms, sans indication de grade ni de spécialité. Kinchurch, Arbanz, Meyer, Lorenz, Lorenzo, Satz, Herd, Gottschad. Beaucoup de noms qui ne sont pas américains. Il y a pas mal d'étrangers dans le port de New York. Connaissiez-vous ces matelots, monsieur Winchester? Non? Qu'ai-je à faire avec ces damnés marins du diable? De grâce, monsieur Winchester. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ordinaire, le second du capitaine Briggs était le lieutenant Bilson, Henry Bilson. Henry Bilson. Ah, ce nom ne figure pas sur le rôle. Goodshad, Zatz, Lorenzo, Kinchurch. Quels étaient ces hommes? Vous aimez le gin, capitaine Hutchins? Oh, je préfère le whisky, mais un gosier de marin est pas à ça près. J'accepte votre gin. Ce vous sera toujours un souvenir de Gibraltar. Ah, oui. Oh, mais ça sera sans doute le meilleur. Parce que je commence à sentir durement tirer les chaînes d'angle dans votre dernier port. Ah, vous aimez la mer, capitaine Hutchins? En mer, un marin gagne de l'argent, mais dans un port, il en dépense. Et puis pourquoi est-ce que je reste ici, moi, je vous le demande? Monsieur Winchester m'a amené avec lui pour prendre le commandement de la Marie-Céleste et la conduire à Gênes, où on attend sa cargaison. Il y a 3 semaines que je suis ici. Il paraît que votre damné cour a pas terminé son enquête et refuse de lever le séquestre. Seulement moi, j'attends. Puis c'est pas drôle. Ah, encore un peu de gin, capitaine Hutchins. Ah bah volontiers, tiens. Il est fameux, d'ailleurs. Il aurait bien plu à Briggs. Vous connaissiez bien le capitaine Briggs? Oh oui, c'est un brave homme, pas méchant. Tiens, je vais même vous dire, pas assez méchant pour commander en mer où il faut savoir manier les lascars. Ah, c'était pas comme son second. Ah, le lieutenant Bilson? Ah non, 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 Bilson, il voyageait plus avec lui. Il n'y a pas beaucoup de temps, d'ailleurs, qu'il a quitté la Marie-Céleste. Le second, c'était Theodore James Mullock. Mullock. Oui, c'était son nom. Mais enfin, le plus souvent, on parlait de lui par son surnom. Le taureau de Baltimore. Le taureau de Baltimore. Oui. Oh, c'est pas qu'il ait été plus grand qu'un autre, non, mais pour flanquer sa botte dans les fesses d'un bonhomme ou lui faire sauter les dents de la mâchoire, là, hop, eh ben, il craignait personne. Oh, il savait mener un équipage, le taureau. Hein? Et Briggs et lui s'entendaient bien? Oh, je crois pas trop, non. Il y avait quelque chose entre eux. Quelque chose? Ouais, enfin, plutôt quelqu'un. La petite poule. Ah, une femme. Ouais, et puis c'est à y pas croire, ça. Une femme, oh, à peine une femme, si petite qu'on aurait presque dit une naine. Et voilà que s'amourage de cette miniature mes 2 marins. Ouais, le capitaine Briggs et le taureau de Baltimore. Oh, non, 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 je vous demande un peu, là. La petite poule a préféré Briggs parce que je crois bien qu'elle avait peur du taureau qui frappait dur quand il était sous. Et puis les jours qu'il l'était pas, bah c'était aussi rare que de doubler le caporne sans coup de tabac. Et Briggs a-t-il épousé la petite poule? Bah oui. Oh, amoureux fou qu'il en était, tiens. Et puis il aimait bien se faire chouchouter, lui, dorloter. Il paraît que pour ça, bah, Marie s'y entendait. Alors il l'a embarqué sur son bateau et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les 3. Ah, le bébé aussi était du voyage. Le bébé, quel bébé? Bah, la petite poule avait pas d'enfant. Enfin, n'empêche que je me suis dit, en voyant partir la Marie-Céleste de New York... Ah, car vous l'avez vu partir de New York. Bah oui, le 7 novembre. La Marie-Céleste était tirée hors du port par un remorqueur avec un brigantin, le Victoria. Tiens, du Victoria, on n'a plus aucune nouvelle. Et vous vous êtes dit, en voyant partir la Marie-Céleste... Bah, je me suis dit, il est vraiment fameux, votre jean. Et je me suis dit, ils vont avoir bien du plaisir en route. La petite poule, le taureau qui a peut-être pas dit son dernier mot auprès d'elle, et puis Briggs qui est jaloux. Alors, Croyez-vous donc Mullock capable de... oh, vous savez, ces hommes-là, hein, ça connaît pas leur force. Mais ça connaît non plus rien d'autre. Et Briggs, il pouvait pas être le plus fort là-dedans. Allez, un coup de gin, capitaine Hutchins. Moi, je le dis toujours, l'alcool, eh ben, c'est le cœur du marin.
Capitaine Morehouse, écoutez bien. Aujourd'hui, 26 mars 1873, le tribunal de Gibraltar a rendu sa sentence. C'est pas trop tôt. Alors, mon argent? Il a évalué la coque de la Marie-Céleste à 1100 livres sterling. C'est pas beaucoup, mais je ne veux pas discuter. Et sa cargaison à 7400 livres. Ça me semble plus juste. Soit au total 8500 livres. Admettons. Le tribunal a fixé votre récompense à 1/5 de cette valeur, soit 1700 livres. Le 5e, mais... Le 5e, capitaine Morehouse, en raison de certaines irrégularités que vous avez commises. Des irrégularités? Lesquelles? Le poulet. Le poulet? Quel poulet? Le poulet érotique, le lieutenant Deveau prétend avoir trouvé sur la table de la cabine quand il est monté à bord de la Marie-Céleste et que mes inspecteurs n'ont pas revu. Ah, mes hommes l'ont sans doute mangé. Il n'aurait dû toucher à rien. Irrégularité. Oh, avec vous autres. Acceptez-vous les 1700 livres? C'est une somme. Je suis bien forcé d'accepter. Bon. Naturellement, seront déduits les frais de l'enquête. Les frais de... Vous pouvez disposer, capitaine Morehouse. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis arrivé ici le 13 décembre. Eh bien. C'était un vendredi, monsieur. Capitaine Morehouse, je vous ordonne de vous taire. Inspecteur Austin. Oui, monsieur. Inspecteur Austin, vous avez entendu la sentence du tribunal. Oui, monsieur. Vous permettez-vous d'avoir une opinion sur la sentence du tribunal? Oui, monsieur. Pensez-vous donc que Sa Gracieuse Majesté puisse être satisfaite de cette sentence? Non, monsieur. Moi non plus, inspecteur Austin. Je dis, le mystère demeure comme au premier jour. L'amende que Morehouse a payée en ne touchant que le 5e de ce qu'il aurait dû recevoir comme prime de sauvetage est le prix de ce mystère-là. Et je continue à dire, qui a tué? L'équipage mutiné, Le taureau de Baltimore? Goodchild, Erd, Zatz, Lorenzo. Ou bien Winchester? Il demeure ce grand mystère sur la mer. Il demeure ce drame qui eut pour théâtre le 24 novembre 1872 une goélette quelque part sur l'Atlantique. Ce drame dont pourtant il nous faut, inspecteur Austin, connaître la réalité, la vérité. Mais la vérité, où est-elle? Où est-elle? Qui la connaît? Qui la connaît? Ceux qui ont vécu cette tragédie et qui existent. Car je suis certain qu'ils existent. Mais ils nous échappent. Nos mains veulent les prendre, il ne demeure en elles que des brouillards. Les nuées lourdes qui rôdent sur l'océan, ils nous narguent, inspecteur Austin. Il se rit de nous et de nos vains efforts. Il rit. Il rit quelque part dans la nuit. Zatz, Goodchild, Lorenzo. Ce ne sont pas des ombres, ce ne sont pas des... La vérité, la vérité, la vérité. Qu'est-ce qui te fait rire, Pemberton? Oh, tout ce qu'on a raconté sur la Marie-Céleste. Des histoires de pieuvres géantes qui raflent tout l'équipage, d'îles soudain surgies sur laquelle ils auraient débarqué et puis qui, plouf, là, auraient disparu. Oh, on en a dit. On en a dit. Même des histoires d'êtres mystérieux. Des histoires de fantômes. Et ça te fait rire, vieux bandit? Oui, oui, ça me fait rire parce que moi, mon vieux jeune, moi, je sais la vérité. Eh ben, dis-la la vérité. Je veux pas avoir d'ennui. Il me suffit de rire. Oh, tu sais, tout cela est maintenant bien vieux. Plus de 50 ans. Le procureur, l'inspecteur, tous les autres, ils sont morts. Oui, ça c'est vrai. Ils sont tous morts. Et toi aussi, Pemberton? T'en as plus pour bien longtemps? Oh, dame, non. À 80 et des années,
Et après avoir tant bourlingué sur les mers... Eh ben alors, raconte ce que tu sais. Qu'est-ce qu'on peut encore me faire? Et plus rien, je te jure. Ah, Allez, ça te délivrera. Et puis crois-moi, ce sera tout de même plus convenable, avant de t'en aller. ben alors, donne-moi à boire. Car c'est pas une petite histoire à raconter. Bon ben, je m'occupe de ton verre. Je vais d'abord te dire une bonne chose. Tout a commencé par les marchands d'hommes. Tu sais qui c'était, les marchands d'hommes? Je suis un vieux marin. Ils m'ont assez vendu. Oh, ils avaient du bon. À terre, ils te donnaient le vivre, le couvert et même le reste. Non, c'était pas désagréable. Bien sûr, quand ton ardoise était assez chargée, ils te vendaient un capitaine et t'embarquaient, que ça te plaise ou non. Ça plaisait surtout pas à ceux qui faisaient empoigner sur le port quand il manquait d'hommes. C'était des gens qui étaient même pas marins. Des claques la fin, des n'importe qui, qu'on saoulait à mort, qu'on ficelait comme saucissons et qu'on portait sur le bateau. Et une fois en mer, il fallait bien qu'ils fassent le matelot, tout comme nous autres, sinon c'était réglé. M'attacher tout nu à l'étrave, et les lames leur lavaient l'entendement. Ah, ils devenaient vite habiles à garer leurs fesses des coups de botte des Boscos, hein. Ah, justement, c'est ce qui n'a pas plu aux autorités américaines. En 1872, elles se sont dit comme ça, plus de marchands d'hommes. Dans chaque port, il y aura un fonctionnaire, un agent de l'administration, et ce sera lui qui fournira. Et attention, hein, bien dans les règles, les hommes au capitaine. Oui, je me souviens bien. Bon. Alors, il faut aussi que tu saches que la Marie Céleste, pour sûr, c'était pas un navire pour gentlemen, non. Une Marie salope, un pauvre afio qui avait bien de la peine à vivre et à trouver du fret. Aussi, tu penses, s'il a été content, le capitaine Briggs. Le commandant de la Marie Céleste. Oui, mais il a été content quand un affréteur de New York lui a dit « Tenez, portez-moi à Gênes toutes ces barriques. » C'était de l'huile de baleine, de l'huile de naphte. C'était dégoûtant. Oh, ça puait le diable, mais c'était de la marchandise, donc de l'argent gagné. Bon, mais il fallait un équipage. Briggs, va donc en demander un aux fonctionnaires. Au type de l'administration. Oui. Seulement, tu te souviens, son bureau, ses paperasses, ses contrats, ça disait rien aux matelots. Oui. Ça, il préférait la marmite des marchands d'hommes. Voilà. Si bien que le fonctionnaire, il en avait pas d'homme. Mais comme rapport à sa place qu'il voulait garder, c'est normal, hein, pas vrai. Et comme il voulait pas qu'on le sache, eh ben sur son papier, il mettait des noms qui correspondaient à rien. Ouais. Lorenzo, Zatz, Herd, Gouchad. Tout ça, tu comprends, des bons hommes qui n'existaient pas. Des noms, rien que des noms qu'il inventait, le petit malin. Il en a donné comme ça 14 à Briggs. 14? 14, oui. Mais Briggs, il n'avait pas pour ça davantage d'équipage. Alors, tu me suis. Laisse toujours filer les gouttes. Bon, ouvre donc ton écoutille. À ce moment-là, intervient qui? Je te le donne en 1000. Moorhouse. Moorhouse? Le commandant du Dei Gracia? Ouais, mon gars. Moorhouse, dont le Dei Gracia, aussi sale, aussi piteux que la Marie Céleste, était amarré à côté de lui dans le port de New York. Qu'est-ce que vient faire Moorhouse là-dedans? Écoute-toi. Moorhouse, il dit à Briggs, « Vieux, t'as trop de barriques. Ton bateau va chavirer. Moi, je cherche aussi de la marchandise. Passe-moi la moitié de tes barriques, en échange, je te prête 3 hommes de mon bord. » Je vois. Briggs a du fret, Moorhouse a des hommes, ils échangent marchandises contre matelots. Tu y es. Briggs, il accepte. Mais 3 hommes, c'est pas assez pour un Briggs goélette. Voilà donc mon Briggs chez le marchand d'hommes. Mais celui-ci se dit, ah, en v'là qui a été chez le fonctionnaire, la concurrence, je vais le saler, moi. Ah, il s'en souviendra de l'équipage que je vais lui donner. Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'il y a envoyé à Briggs? Oh, de la fine fleur de voyou, du gratin de saloperie. Non. Non, mais viens voir que je te dise les noms.
Jacques Dossel, un bon marin, mais une brute, hein. Peter Sanson, plus brute encore, qu'avait la cervelle à peu près grosse comme un petit pois. Et le plus beau, Karl von Dolt, un Hercule. Mais alors, tout à fait idiot. Hein. Ah ouais. Et même pas un marin, un charretier. Un charretier que Maggie Gronet, une fille, avait vendu au marchand d'hommes. On l'a amené ficelé puis ivre-mort. C'était bien la première fois qu'il quittait le plancher des vaches. Bel équipage à ce que je vois, hein. Et pour le commander, tiens-toi bien, le taureau de Baltimore. Meloc? Ouais. Il avait besoin de changer un peu d'air. Briggs, il l'engagea par pitié, puis parce que lui, Briggs, il avait un peu peur de ces hommes. Avec moi. T'en étais aussi, Pemberton? Pas autrement, quand est-ce que je saurais ce qui s'est passé à bord de la Marie Céleste, hein? Ah oui, c'est juste. Allez, vas-y, toujours. Alors, avec moi, ça faisait donc 8 marins à bord. Et tous sans papier, hein. Tous en fraude. Les gars de Moorhouse, ils comptaient toujours au rôle du disgracia. Et les autres venant du marchand d'hommes, c'était des clandestins. Puis on a aussi embarqué Madame Briggs et son bébé. Ah? Il avait manqué plus qu'un gosse d'une aventure. Ah non, un bébé, c'est un petit piano. Oui, car Madame Briggs, elle aimait la musique. C'est même pour ça que ça a commencé tout de suite à chauffer entre Briggs et Moloch. Meloc regardait trop la petite poule. Oh non. Oh, il en était bien guéri. Mais c'était le dernier piano. Et je te joue, toi. Oh, à nous ouvrir des voix d'eau dans les tympans. Moi, j'aime pas la musique. C'est pas une affaire d'homme. Eh ben, le taureau, il aimait pas non plus la musique, mais il aimait bien les liqueurs. Et comme de la façon qu'il était placé, le bébé condamnait la cave aux liqueurs, eh ben, le taureau, il l'a déplacé et arrimé par le travers. Ah ben, je comprends ça. Tiens, remplis-moi dans mon verre, tu veux. Ces souvenirs-là, c'est salé. Hein. Bon, alors. Là-dessus, on prend un coup de tabac qui nous aurait bien envoyé par le fond si le Moloch, il avait pas empoigné la barre à temps. Non, faut dire ce qui est, hein. Pour flanquer son pied au cul ou son poing par la gueule des bonshommes, il n'y en a pas deux comme le taureau de Baltimore, mais c'était un marin et un homme. Ouais. Ça, oui, ça. Mais, dans ce coup de chien, là, le bébé qui se détache, il se met à baldinguer et crac, il t'écrase Madame Briggs. Morte? Net morte. Oh oui, on l'a jeté à la mer, bien proprement, cousu dans un morceau de prélard. Pendant qu'on y était, on a aussi jeté le bébé par-dessus bord. Enfin, le piano. Eh ben, bon voyage à l'instrument. Attends, c'est pas tout. Le Briggs, il était amoureux de sa femme, à y pas croire. Alors, il est devenu fou de chagrin, puis une nuit, pour rejoindre sa petite poule, ça foutu au jus. Oh. Et voilà le taureau, capitaine? Ouais. Oh, mon Dieu. Oh, quel muflet qu'on a pris pour arroser ces galons. Mais après, ça allait pas mieux. À cause de Van Dol, le charretier. Là. Il avait beau se faire rincer à l'étrave, il voulait rien savoir pour être marin. Puis il a accusé Moloch d'avoir mal arrivé le bébé, exprès. C'était pas vrai. Enfin, je crois pas, quoi. Alors, il fallait les voir, ces bagarres. Ah, c'était beau à voir, ça, je te jure. Le taureau, c'était le taureau, mais l'autre, c'était un buffle. Bref, dans une bagarre, v'là mon terrien qui va boire à la grande tasse. Madame, quand on n'a pas le pied marin, hein? Bah, c'était pas tant ça. C'est le taureau qui l'a balancé par-dessus bord. Et de trois? Oui, c'est bien ça qui s'est dit, le Moloch, quand on est arrivé aux Açores. Le capitaine, sa femme, un matelot, 3 morts dans une seule traversée. On pourrait bien nous demander des comptes. Hein. Déjà, quoi. On n'a pas une bonne réputation, qu'on n'est pas en règle. Les gars, il faudrait mieux s'en aller. Ben, on avait jeté l'ancre. Il y avait une sorte de macaque qui était venu nous proposer ce dont nous pourrions avoir besoin.
vivre, alcool, filles, au choix. Hein? Ben, c'est dans son cas de notes qu'ils sont partis. Et c'est comme ça que la Marie-Céleste a été abandonnée. Ah, tiens, non, tu y es pas, John. Tiens, verse-moi donc encore un petit coup que je te dise la suite. Ben voilà. Allez, à la tienne. Ouais, tiens. Ah, enfin, si vous êtes parti sur le canot du marchand, il n'y avait plus personne à bord. Ben, si. Seul Moloch, Dossel et Sanson, ils sont partis. Les 3 hommes de Moorhouse, ils sont restés. Et toi, Pemberton, avec eux? Oui, moi. Mais j'avais rien à me reprocher, moi. Et pourquoi ils sont restés? Parce que, avant le départ, ils avaient reçu des instructions de Moorhouse. Des instructions? Oui, je vais te dire. Des instructions secrètes. Oui, Moorhouse était plus ou moins de mèche avec le marchand d'hommes de New York. Il savait bien qu'avec l'équipage qu'il y avait à bord, il arriverait quelque chose à Briggs. Il savait peut-être pas trop quoi, mais quelque chose de vilain. Et qu'on ferait tout pour que ça arrive. Je dis pas sa mort. Enfin, quoique... Bon, alors, ces 3 gars, qui étaient des marins qualifiés, hein, qui savaient naviguer, il avait donné rendez-vous à un point donné de l'océan. On s'est un peu cherché sur la mer. On a un peu attendu le Dei Gracia qui était parti après nous. On a fini par se rencontrer par 37 de latitude nord et 18 de longitude ouest. Mais alors, Pemberton, la Marie-Céleste n'était pas une épave? Épave, oui et non. C'est-à-dire que... elle n'avait pas son équipage, enfin son équipage à lui, puisque les 3 hommes qu'il conduisait appartenaient au Dei Gracia. Ouais. C'était un navire sans équipage, avec un équipage de prise qui serait monté dès le départ, enfin, si tu veux. Ouais. N'empêche que Deveau a menti en prétendant qu'il n'y avait personne à bord quand il est monté sur la Marie-Céleste. Mon Dieu, peut-être un petit peu pour les hommes, mais pas pour le thé et le poulet, hein? Ah non, pas pour le poulet. Ça, je venais de servir le déjeuner quand le Dei Gracia est apparu. Parce que c'était toi le maître d'hôtel, Pemberton? Ouais, monsieur John, maître d'hôtel et cuisinier à bord de cette Marie-Salope, là. Et tu n'as rien dit au procureur? Ouais, c'est-à-dire, mon gars, que dès l'arrivée à Gibraltar, le Moorhouse, il m'a expédié chez moi à Liverpool avec ce qu'il fallait pour garder le silence, quoi, tu comprends? Enfin, j'allais tout de même pas empêcher les copains de toucher la prime, non. Bon. Les autres? Les autres, quels autres? Qui aurait parlé? Ceux du Dei Gracia? Et la prime de sauvetage, alors? Le taureau et ses 2 acolytes? Ils avaient débarqué pour n'avoir pas de compte à rendre. Et tu penses bien que le macaque des Açores allait pas inviter la justice à mettre son nez dans son petit commerce, hein? Alors, tu vois? Le procureur Soliflone, il pouvait bien courir après les fantômes. Ah, j'en ris encore. Pauvre avocat de sa gracieuse majesté. Pourtant, tu vois, il aurait dû faire attention à la feuille de papier trouvée par Austin dans la cabine du taureau. Ouais, il était honnête, le taureau. Hein. Avant de quitter le bord, il a fait le compte de ce qui était dû à Dossel et à Sanson, et il les a payés. C'était ça, le papier. Une belle histoire, Pemberton. Oh, Moorhouse et Deveau ont un peu enjolivé les choses, voilà tout. Ben quoi, fallait bien toucher la prime. Hein. Qu'est-ce que ce serait que l'aventure si on n'y mettait pas un peu d'invention? Pas vrai. Hein. Et tu sais ce qu'ils sont devenus? Oui. Moorhouse a terminé très honorablement sa carrière de capitaine. Le taureau de Baltimore est mort tout bêtement dans un lit d'hôpital à Curaçao. Peter Sanson s'est noyé dans l'Hudson un soir qu'il était sous. Jacques Dossel, la brute, pas sur ses vieux jours, il s'est fait prédicateur public. C'est comme ça, quoi. Et toi?
Oh, ben moi, quand j'en ai eu assez d'être cuisinier sur mer, je suis devenu cuisinier sur terre. Quoi. Voilà. Bon, allez, vide le flacon, puis va te coucher. Hein. Et dis donc, ne rêve pas aux fantômes qui, durant 10 jours, auraient pu conduire sur l'océan la Marie Céleste. Hein.